Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéo à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Un petit mot avant de démarrer cet épisode pour vous informer que Tip & Shaft Connect revient pour sa 9e édition le 2 avril, cette fois-ci à Lorient, plus précisément au Palais des Congrès. Au menu, une journée d'échange autour des enjeux économiques et RSE de la voile de compétition. Pour les infos et les réservations, c'est sur le site tipandshaft.com ou sur nos réseaux sociaux. Par ailleurs, le Sailors Film Festival présenté par le CIC est également de retour avec une première date pour l'édition 2025 le 5 mars au Grand Rex, avant une tournée dans toute la France, au programme des films inédits et exclusifs et sur certaines dates la présence des marins sur scène. Infos et réservations sur le site sailorsfilmfestival.com. Bonjour à tous et bienvenue dans le 200e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Je suis Axel Capron et après 3 mois de Pause Report live consacré au Vendée Globe et enregistré tous les lundis en public à la Cité de la Voile Éric Tabarly avec aux commandes l'excellent Pierre-Yves Lotrou, Pause Report retrouve son format habituel mais va continuer de parler Vendée Globe dans ce 200e épisode, puisque nous sommes ravis de recevoir 2 marins qui, il y a maintenant 8 jours, sont arrivés avec exactement 15 minutes et 50 secondes d'écart au Sable d'Olonne. Je veux bien évidemment parler de Benjamin Ferré, skipper de monoyeur du Haut-Fort Job. Salut Benjamin. Et de Tanguy Le Turquet, skipper de Lazare. Salut Tanguy. Salut Axel. Messieurs, pour rappel, vous avez donc respectivement pris les 16e et 17e places de cette 10e édition du Vendée Globe, que l'un comme l'autre vous courriez pour la toute première fois, terminant après un petit peu moins de 84 jours, premier et deuxième bateau à dérive, un classement certes officieux, mais qui vous tenait visiblement à cœur, vous allez nous l'expliquer. Depuis que vous avez franchi la ligne le lundi 3 février, vous ont succédé dans l'ordre Alan Roura, Isabelle Joschke, Jean Lecam, Conrad Coleman, Giancarlo Pedote, Guirec Soudé, Kojiro Shiraishi, Violette d'Orange, Louis Duc et Sébastien Marseille. Ils sont encore 6 en mer à l'heure où on se parle. Antoine Cornic, Oliver Hir, Jinkung Shu, Manuel Cousin, Fabrice Amedeo et Denise Van Weinberg qui est attendu fin février. On rappelle que sur les 40 partants, au départ des Sables d'Olonne le 10 novembre, 7 ont abandonné. Voilà pour ce petit récap. Messieurs, on va refaire ensemble le film de votre Vendée Globe. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous raconter la semaine que vous venez de passer? Ça ressemble à quoi les 8 premiers jours à terre? 2 marins qui ont passé quasiment 3 mois seuls en mer. On va commencer avec toi, Benjamin, qui vient de te réveiller. Effectivement, du coup, j'ai pas beaucoup dormi depuis que je suis arrivé, et donc je commence à faire des nuits complètes comme un bébé, quoi. Mais je suis content de voir la bouille de Tanguy au réveil. C'est un peu l'histoire de mon Vendée Globe, quoi. De voir ça trogne quand je me réveille d'une sieste. Et non, écoute, bah en fait, après le passage de ligne d'arrivée, t'as un peu quand même un rouleau compresseur. T'as un camion qui te roule dessus pendant 48 heures, qui est d'une intensité folle, mais tu vois, c'est les retrouvailles avec tes proches, la communion avec le public, et puis la fête, quoi. Nous, on a enchaîné ma fête d'arrivée. Le lendemain, c'était trop sympa parce qu'il y avait l'arrivée de Jean. Ouais. Et du coup, j'ai pas dormi de la nuit. Je suis allé directement sur les pontons accueillir Jean. Et on a enchaîné avec sa soirée d'arrivée. Et puis après, il y a les copains qui se sont enchaînés, quoi. J'avais l'impression de retrouver un peu la mini transat, quoi. Je suis allé accueillir Guérec, Violette, etc. Donc c'était sympa. Et écoute, depuis hier, je me suis pris une bonne claque dans la figure puisque je suis arrivé à Paris sous la pluie, dans le gris. Et là, je continue à envoyer des voice notes à Tanguy hier en lui disant, putain, mec, je suis un Indien dans la ville, je me sens pas du tout à ma place. Et voilà, et je sors effectivement d'une grosse nuit de sommeil. Je pense que j'ai dû dormir ouais, 11 ou 12 heures là. Et voilà, je reconnecte petit à petit avec la vie de terrien.
Tu es à Paris pour. Et est-ce que tu as fait comme d'autres une espèce de tournée médiatique? Est-ce que ça fait partie du programme aussi? Ouais, c'est ça, c'est qu'elle va s'enclencher cette semaine justement. Ouais. Et voilà, il y avait quelques événements et en fait là on termine ça. Ensuite la semaine prochaine je vais m'occuper de mon bateau. Je vais le ramener à Port-la-Forêt, le sortir de l'eau, commencer à préparer le chantier. Quoi, faut pas oublier le deuxième quand même, la route ce tour du monde, c'est que c'est pas parce que le tour du monde est fini qu'il faut arrêter de s'en occuper. Et j'ai trop hâte de ramener mon bateau, de renaviguer. On en parlait d'ailleurs un peu avec Tanguy, c'est de renaviguer sans avoir l'angoisse de Lazare Solo Sailor autour de moi. et, euh, et puis voilà, et après je vais prendre une semaine de vacances à la montagne. Bon. Et toi, Tanguy, à quoi elle a ressemblé cette semaine Je d'arrivée? pense, ouais, c'est ce que je disais avec Benjamin. Je pense qu'elle est quand même assez différente de la sienne parce une heure après avoir franchi la ligne d'arrivée, ben, j'ai troqué mon ciré de marin en solitaire à la chasse de Pépin, le terrible, pour mon costume de papa. Voilà, parce qu'on a une petite fille qu'on a laissée à un moment. Alors, elle a retrouvé sa maman et elle a pas vraiment encore retrouvé son papa parce elle veut pas trop que je l'approche encore. Elle est encore collée à sa maman et je désespère pas, hein. Je pense qu'elle va être contente de me retrouver, mais c'est pas encore arrivé. Mais non, il y a une réalité, bah, pareil, on a célébré pendant la première soirée. Nous, on a commencé notre soirée de notre côté, on a fini chez Pépin, parce que c'était quand même rigolo. Mais j'avais prévu d'aller lui casser la gueule, en fait, parce que ça fait du bien. Et voilà. Et non, non, on a fait une super soirée. Et très vite, bah, le retour à la réalité. Moi, j'ai déjà ramené le bateau à Lop Michelic. On est arrivé hier. Là, c'est mise en chantier. Et puis, il faut que ça aille assez vite parce que financièrement, on a mal. Enfin, c'est pas qu'on a mal géré l'après, mais on était toujours un peu ric-rac en termes de finances dans le projet et forcément, bah, on s'est dit, bon, bah, on finance déjà le fait de partir sur le Vendée Globe et on verra bien après. Et là, maintenant, bah, chaque jour c'est un peu un calvaire parce que le bateau coûte de l'argent tous les jours et Ouais. il y a plus de source de revenus. Donc, bah, il faut vite mettre le bateau en chantier, vite le mettre propre et puis bah, le vendre dès qu'on peut. Et donc voilà, c'est un peu ça. Ça a été un peu ça la semaine du retour. Faire en sorte que le bateau soit le plus vite possible en chantier. Donc hier, on a convoyé, c'était hyper sympa, c'est ce que je disais à Benjamin. C'était trop cool de naviguer, d'aller faire une sieste et que l'équipage prenne le relais, pas être stressé, pas se demander si le bateau va suffisamment vite. On a probablement mis 2 heures de trop sur le convoyage parce qu'on était mal réglé, mais c'était pas grave. Ça, c'était très très cool. Et puis l'arrivée à Lok Michelic hier soir, nous on a fait le projet dans un petit village où les habitants étaient très proches du projet. Et donc bah, hier, on a refait péter les fumigènes, c'était vraiment top. Et voilà, et là, bah, on démonte le bateau. Et puis je suis trop content de voir mon petit Benjamin en visio parce que c'est vraiment lui qui me manque le plus de ce tour du monde. Benjamin, tu le disais tout à l'heure, tu sors d'une première grosse nuit. Est-ce que après 8 jours, les nuits elles sont encore bercées de rêves de navigation et de Tanguy le Turquet ou est-ce qu'on est redevenu terrien au bout de 8 jours? Ouais, alors au bout de 8 jours, ça commence à s'estomper. Ouais. Mais c'est vrai que les premières nuits, ma copine me disait que c'était infernal de dormir avec moi parce que je bougeais dans tous les sens, je me réveillais. Et c'est vrai qu'il y avait toujours un peu de Tanguy le Turquet dans mes réveils furtifs, quoi, où je cherchais le bateau rose en me réveillant. Il est où le Donc, non, c'est kangourou? sûr que ouais, tu restes quand même. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que les premières nuits, moi, je dormais hyper mal, quoi. Je savais pas dans quelle position me mettre. Je me réveillais toujours en sursaut parce que j'avais l'impression d'avoir fait une sieste trop longue. Et je sais pas, et en fait, c'était aussi physiquement et physiologiquement. Là, ça va mieux, mais je me sentais hyper mal, quoi, dans mon corps. Je commençais à avoir mal partout. Mes mains, tu vois, elles sont encore hyper sèches. Mes pieds, j'ai des douleurs qui viennent. Enfin, j'ai l'impression que mon corps, il est en train de me dire, OK, le passage de ligne d'arrivée est passé. Et maintenant, mon petit père, je vais bien te faire payer les 3 mois que tu m'as fait endurer, quoi. Et toi, Tanguy, est-ce que tu as repris tu disais, toi, tu es père de famille, donc c'est forcément un petit peu différent. Il faut se lever le matin. On est peut-être, je sais pas si vous la gardez chez vous ou pas, mais il faut Ah si. retrouver. Non, Elle est pas- Mathilda, tu dors dans le bateau, par contre. on l'a récupéré du chenil là, la semaine dernière. Voilà, le chenille qui était ta sœur, Léna, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu as vite retrouvé des habitudes de terrien ou aussi tes nuits sont aussi agitées que celles de Benjamin?
Écoute, moi, c'est une catastrophe. Moi, j'ai la grippe depuis 4 jours là. Ah bon? Donc, j'ai chopé la grippe direct. Ouais, On l'a tous eu d'ailleurs et non, non, exactement, comme Benjamin, les premières nuits, hyper désagréables, du mal à trouver le sommeil et une fois qu'on le trouve, il est très, très lourd, mais il dure pas très longtemps. Pareil, le corps, un peu mal partout. J'ai fait 500 mètres pour aller me balader avec Mathilda sur le remblai au Sable d'Olonne et j'étais essoufflé. Donc, ouais, non, franchement, c'est pas facile. En fait, c'est désagréable parce que quand tu es en mer, tu qu'une seule envie, c'est de pouvoir dormir avec 15 heures devant toi dans un lit confortable et on est enfin dans ce lit confortable avec du temps devant soi et en fait, c'est pas agréable. Enfin, ça commence à aller mieux, mais les premières nuits, elles sont vraiment, difficiles et ouais, non, c'était pas aussi bien qu'espéré, mais ça va arriver. Je pense que le la vraie fatigue arrive dans un deuxième temps. Là, on est encore un peu sur les nerfs et on va enfin, je vois bien Clarisse qui est arrivée, 10 jours avant moi. Là, elle arrête pas de s'endormir, quoi. Elle est ouais. et tu sens que c'est Ouais, confortable. ouais, ouais. Vous avez eu le droit à une très belle journée d'arrivée, hein, avec plusieurs arrivées le même jour, dont tous les deux en moins de 16 minutes. Mais sans vous faire injure, c'était des arrivées au niveau populaire, sans commune mesure avec celle de Violette d'Orange, qui dimanche a réuni, je crois, plus de 50 000 personnes au Sable. Il y avait même plus de monde, je crois, que pour l'arrivée du vainqueur Charlie Dalin. Benjamin, tu étais présent pour accueillir Violette, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, avec qui d'ailleurs tu as partagé une partie de ta préparation pour ce Vendée Globe. Raconte-nous un peu comment tu as vécu cette arrivée. C'était surprenant pour toi c'était une arrivée de rockstar. Ah ouais, bah, je croyais que c'était pour Kojiro. Et puis, et puis non, mais c'était hors norme, quoi. C'était hors norme. C'est vrai que moi, j'ai fait le chenal à vélo et les gens étaient en furie. C'est vrai que je crois que c'est la plus grosse arrivée en termes de nombre de personnes de l'histoire du Vendée Globe. Et non, là, ouais, c'était impressionnant en fait. C'était impressionnant. Moi, je me mettais à la place de Violette et je me disais, bah ouais, tout le monde est là parce qu'elle est très jeune. Et c'est d'autant plus impressionnant d'absorber ça à son jeune âge. Alors, je me fais pas trop de soucis pour elle parce que je sais elle a la tête bien faite et je voyais bien, tu vois, son entourage à l'arrivée. Elle est vraiment super bien entourée et puis voilà, je la voyais toute pimpante, toute souriante, à savourer. Enfin, même pour ça, je la trouve quand même très impressionnante, quoi, parce que nous, on l'a vécu avec Tanguy, la dose, le shoot d'amour que tu reçois, il est assez déstabilisant. Et nous, c'est vrai qu'on a eu un chenal extraordinaire. Et enfin, j'en profite pour remercier, tu vois, les gens, parce que je pense que les gens se rendent pas compte de ce que leur présence nous amène, en fait. Ça nous aide, en fait, à reconnecter avec la Terre. C'est merveilleux, quoi, ce qu'on vit grâce à eux. Et c'est vrai que quand c'est puissance 1000 avec Violette, je voyais à Paris hier, je passais devant les kiosques, je la voyais dans la une de l'équipe et tout. Je me Ouais. disais, c'est quand même lunaire ce qui lui arrive. Et à la fois, tu vois, je crois que parfois il y a des gens comme ça qui sont en adéquation avec leur temps, quoi. Et je pense que Violette, elle colle parfaitement au-delà de son exploit maritime, parce on l'oublie un peu, mais elle a quand même fait une course malgré toutes ses avaries assez extraordinaires. Mais au-delà de ça, je crois elle colle à une époque, quoi. Les gens avaient besoin d'une figure jeune, féminine, qui réalise ses rêves. Et elle colle avec son temps, et ça, c'est super chouette, quoi. Toi, Tanguy, quel est ton regard un peu sur cette popularité de Violette qui, comme le disait à l'instant Benjamin, a fait la une de l'équipe, ce qui est assez rare pour quelqu'un qui termine 25e du Vendée Globe. On va la voir sur tous les médias bientôt. Elle a battu tous ses records de followers. Je sais plus, on n'arrive même plus à les compter tellement il y en a. L'un comme l'autre, vous avez aussi bien communiqué sur votre Vendée Globe. Mais comment vous expliquez qu'elle elle explose tout? Ben, non, mais je rejoins Benjamin, je suis d'accord, je pense qu'elle est juste en adéquation avec son temps. Elle répond à probablement à une demande et elle fait rêver les gens et je suis super heureux pour elle parce qu'en fait, cette communauté, qui se mobilise autour d'elle va lui ouvrir des portes parce que je pense que Violette, je veux pas du tout parler à sa place, mais Violette, je crois que c'est quelqu'un qui aime vraiment, l'océan, qui aime être seule en mer et qui aime relever des défis. Je crois pas qu'elle fait ça pour la fame, quoi, Ouais. c'est enfin, pour avoir fait des solitaires du Figaro avec elle et puis partager un peu ce Vendée Globe à ses côtés. Elle, ce qu'elle aime, c'est être en mer comme Benjamin et moi
Et je suis très content pour elle parce que tout ça va lui apporter beaucoup d'opportunités. Je pense qu'elle en a déjà quelques-unes qui se présentent devant sa porte. Et en ça, je suis hyper heureux pour elle. Et après, ben, tant mieux qu'une jeune femme comme Violette fasse parler de notre sport, ça peut que le servir. Donc c'est super. Maintenant, moi, j'ai pas trop d'avis sur ce qui se passe, sur cet engouement. Pourquoi Violette? Pourquoi plus Violette qu'une autre? Je sais pas trop. Mais c'est très bien. Voilà, c'est très très bien. Et en vrai, je suis ravi de lui laisser ce truc-là parce que, comme le dit Benjamin, à l'arrivée, c'est quand même une sacrée dose d'amour et c'est hyper déstabilisant. Et, euh, et moi, j'ai pas eu trop de médias au retour, j'ai pas eu besoin d'aller à Paris et je suis très content de pouvoir retrouver aussi une petite vie normale. Je sais pas dans quel état je serais à la place de Violette, de savoir que en fait ma vie elle a basculé dans un autre truc là. Ouais. Mais comme le dit Benjamin, Violette elle a la tête bien faite, elle est bien entourée et je suis pas du tout inquiet pour elle. Ça va très bien se passer. Je sais que pendant le Vendée Globe, je lui ai passé ce petit message de lui dire moi, j'ai vu un peu à une toute autre échelle ce qui a pu arriver à Clarisse grâce à une notoriété qui arrivait très vite Ouais. et soudaine. Et ça peut. Le positif, c'est que ça va t'ouvrir des portes, mais il y a aussi un côté négatif à ça, c'est que l'histoire ne t'appartient plus vraiment. Les gens vont parler à ta place, il y a plein de choses qui vont te dépasser. Et ben, ça peut être aussi très déstabilisant à certains moments. Et voilà, il faut j'ai pas de conseils à lui donner parce que moi je vis pas ce qu'elle vit et j'ai mon vécu à moi. Mais faut qu'elle se protège. Mais je pense qu'elle le sait très bien. Benjamin, tu le disais, t'étais au SAP pour d'autres arrivées, notamment celle de Jean, le CAM qui a été important dans ta préparation. Raconte-nous à quel point il a été important dans cette campagne de Vendée Globe et dans ce Vendée Globe en particulier. Ah bah Jean, c'était magique quoi. Moi, je regarde encore tous les jours le retrouvailles quoi. Franchement, il y a eu deux vrais gros câlins à l'arrivée. Il y a eu avec Tanguy et avec Jean parce que bah, je crois que c'est Jean, j'ai partagé des trucs extraordinaires avec lui et en fait, ce qu'il y a de beau là-dedans, c'est que ce soit avec Tanguy ou avec Jean d'ailleurs, on est les seuls à savoir ce qui s'est passé et à savoir ce qu'on a vécu l'un avec l'autre. Et en fait, ça, tu les retrouves dans les enlacements qu'il y a eu à l'arrivée, tu vois, les retrouvailles avec Jean. C'était tellement humain, quoi. Franchement, c'était sincère, quoi. Il y avait une telle loyauté, une telle vérité dans ce moment-là où on se serre dans les bras et, et beaucoup d'humanité, tu vois. Ouais, Et, et je crois que même les gens, ils ont vu ça, ils ont besoin de ça, en fait. ouais, ouais. Et Jean, bah, si tu veux, l'histoire du Vendée Globe, elle part quand même autour de deux verres à ballon et d'une petite quille de rouge avec Jean où il sort cette phrase et il me dit tu peux faire le Vendée Globe. Et je pense que si ce soir-là, on nous avait proposé ce scénario où j'arrive premier bateau à dérive, j'arrive à boucler la boucle et on se retrouve 12 heures plus tard, on aurait signé tout de suite. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que pendant les 4 ans de préparation, et Tanguy il le sait aussi, euh, les médias ils s'intéressent à la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire une fois qu'on est sur la ligne de départ du Vendée Globe. Mais avant ça, il y a tellement d'embûches dont personne ne parle et qu'on est les seuls à connaître, mais qui sont parfois douloureuses, qui sont parfois difficiles. Et en fait, Jean, c'est presque pour ça que je le remercie le plus, c'est qu'il a toujours été présent. Il a été d'une loyauté sans faille dans tous les moments difficiles. Quand j'étais rien ni personne et qu'il fallait crédibiliser mon projet de Vendée Globe, il est venu à Paris avec moi, des rendez-vous sponsors pour m'aider à trouver des partenaires et des finances quand j'en avais pas. Et tu vois, c'est tous ces moments-là en fait qui sont importants au-delà du fait que il m'a appris à envoyer un spi et à empanner dans 20 nœuds. Les vrais moments qui restent, c'est ces moments-là qui sont des moments d'amitié, tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, bah oui, 2 jours après son arrivée, on a fait un dîner en tout petit comité avec Marine, mon amie, et avec Anne. Et voilà, on allait dîner chez les darons et on s'est retrouvés comme à l'époque et on a refini à 4 heures du mat
à 4 heures du mat tous ensemble et à faire la fête juste à 4, tu vois, avec Anne, Jean et Marine, parce qu'il s'est passé ouais, il s'est passé un vrai, c'est une vraie rencontre dont on a peu dans ta vie et tu sais, parfois, Jean, c'est un peu une célébrité, tu vois, c'est un peu une star et parfois quand tu rencontres des idoles ou des gens comme ça, t'es un peu déçu quand tu connais l'humain qui se cache derrière la façade médiatique. Et Dieu sait qu'avec nos projets Vendée Globe, on a l'occasion d'en rencontrer des gens qui sont sur le devant de la scène. Et Jean, tu vois, c'est une des rares personnes où plus le temps a passé, plus j'ai découvert l'homme, plus j'étais agréablement surpris. Et pour ça, je remercie le Vendée Globe parce que c'est une rencontre que j'oublierai pas et qui s'effacera jamais. Jean, ça restera un lien fort toute ma vie, quoi. Puis sans lui, tu seras Belle, encore au milieu de l'océan Indien, surtout. Non, mais c'est vrai que c'est ce que j'ai dit à l'arrivée, c'est quand même lui qui m'aide à réparer mon vérin, et donc quelque part, c'est Jean Le Cam qui m'aide à arriver devant Jean Le Cam, quoi. On va justement refaire rapidement le film de ce Vendée Globe, parce que si on devait faire tout le film, ça prendrait des jours et des jours. Tu disais à l'instant, Benjamin, que vous seul savez ce qui s'est passé en mer et ce que vous avez vécu, mais on va essayer de refaire un peu ce Vendée Globe. Tanguy, on va peut-être reparler du départ. C'était un chenal et un départ très très émouvant. Est-ce que pour toi, et j'imagine pour toi aussi Benjamin, mais on met un peu de temps à se remettre de ce départ émotionnellement? Est-ce que tu as mis du temps à rentrer dans ton Vendée Globe ou on bascule finalement assez vite? Écoute, moi, j'avais une stratégie très claire, pour le départ du Vendée Globe. Je sais que je suis quelqu'un d'émotif, et qui a besoin, faut que les émotions, elles me traversent. Sinon, si je les garde, je suis pas lucide et je suis pas un bon sportif. Donc moi, ma stratégie au départ, c'était lâche tout. Lâche tout, quand tu vas vers ton bateau, quand tu remontes le chenal. Donc en fait, du moment où je quitte la maison, où je dis au revoir à Mathilda, jusqu'aux 5 minutes avant, le départ du Vendée Globe, je pleure. Je pleure, ça s'est vu sur toutes les images, d'ailleurs j'aimerais bien les revoir, mais j'ai presque honte tellement j'étais en train de pleurer. Je pleurais de joie, de: «Putain, on y est, on l'a fait, c'est génial», parce que comme le dit très bien Benjamin, heu, on ne se doute pas d'à quel point c'est compliqué d'être au départ du Vendée Globe et Dieu sait que pour moi ça a été compliqué et donc bah, je libère tout, les émotions elles me traversent et ça me permet en fait d'être complètement à nouveau un sportif, au moment du départ et non, je me suis tout de suite mis dans mon Vendée Globe. Je savais que le début du Vendée Globe allait être compliqué pour moi parce que j'avais fait un jeu de voile un petit peu, osé, et donc j'ai vu, bah, mon petit Pépinos, partir, dès les premières minutes de course. Bah, d'ailleurs, je pense 1 heure après avoir franchi la ligne, il me dépasse 2 nœuds plus vite. Donc voilà, heu, j'étais non, non, j'ai pas eu de mal à rentrer dans ma course. Tout de suite, j'étais dans mon Vendée Globe et la règle, elle était claire. Une fois que les larmes sont séchées, tu es un sportif et tu fais le Vendée Globe et surtout tu te projettes pas. Tu te projettes pas dans le tour du monde. Moi, le premier objectif, c'était d'aller au Cap Finistère, le deuxième, c'était d'aller aux Canaries, le troisième, c'était d'aller à l'Équateur et c'était vraiment mon Vendée Globe, il était construit comme ça et ça fait que, bah, on le termine et que c'est passé super vite et j'ai aucun regret sur cette phase de départ. Je suis pas resté dans l'émotion pendant 5 jours, quoi. Benjamin, comment s'est passée toi la descente de l'Atlantique, hein? Elle a été assez longue pour vous parce que vous avez eu quand même, vous avez été bloqué assez longtemps avant l'Équateur, si je me souviens bien, et après, ce qui a permis notamment aux foilers de créer déjà, d'entrer un assez gros écart. Comment est-ce que tu retiens de toute la partie descente de l'Atlantique? Ouais, bah c'est vrai que déjà ce Vendée Globe, il a démarré sur les chapeaux de roue quand même parce que en fait tout de suite, on est des compétiteurs quand même, quoi qu'il arrive. Et en plus, comme on n'a jamais fait le Vendée Globe, il y a une partie de nous qui se dit c'est une aventure longue, la route est longue et donc prudence. Et en même temps, il y a notre côté chien fou, tête brûlée, compétiteur, qui se dit ouais, mais je veux pas laisser passer 1 000 ou 2 000 de retard. Et donc, moi, j'ai quand même le sentiment qu'on a commencé à faire la régate très tôt dans ce Vendée Globe. Et qu'il y avait une certaine prudence au Cap Finistère parce que c'était un peu le moment chaud, le moment compliqué de ce début de Vendée Globe parce que le vent accélérait fort dans ce canal-là. Il y avait un premier choix qui était à faire de passer intérieur ou extérieur du DST. Et donc ça, c'était sympa en fait d'être dans un Vendée Globe tout de suite, dans des choix un peu stratégiques, conservateurs ou non.
Et c'est vrai que c'était fort. Moi, je me souviens, je passais intérieur DST. Et, euh, et c'est vrai que là, il y avait du vent fort, donc il fallait quand même réduire assez tôt. Donc le fait que ce soit le Vendée Globe, je me souviens avoir été quand même un peu prudent, réduire assez tôt la toile, etc. Et puis j'avais mon petit carnet, tu vois, bah, on voit à l'image, mais pas à l'audio. Mais moi, j'avais beaucoup bossé avec Tanguy Le Glatin. Euh, et on avait fait en fait un peu de prépa mentale, tu vois. On avait imaginé un peu tous les scénarios du Vendée Globe, dont un des scénarios où Tanguy, moi je savais avant de partir que c'était avec Tanguy que j'avais en grande partie, c'était un concurrent évidemment éminent. Et on avait imaginé un scénario justement où il se barrait devant après le Cap Finistère et où il fallait rester moral stable et rester dans sa course. Et je crois que c'était ça la leçon de cette descente de l'Atlantique, c'était vraiment d'avoir fait sa propre trace, de pas trop regarder les autres et de beaucoup préserver le bateau. Et moi, c'était mon obsession au début du Vendée Globe. Et pour autant, c'est là aussi où tu fais les plus grosses bêtises. Moi, je crois que mes plus grosses bêtises de navigation, je l'ai fait les 2 premières semaines du Vendée Ah Globe. ouais. Dans mes manœuvres, en fait, tu apprends très vite que la longévité de ton tour du monde repose sur la rigueur et la discipline. Et bon, c'est un peu comme dans la vie, hein, mais c'est attacher une écoute, c'est reprendre le petit nerf de chute à la bonne tension. Et en fait, c'est tout un ensemble de tout petits détails qui fait que tu termines le tour du monde. Et ça, moi, j'ai l'impression de l'avoir découvert les 15 premiers jours, quoi. On va reparler tout à l'heure de l'intensité de la régate qui a été vraiment assez dingue, je crois, vraiment à tous les étages de la flotte. Vous passez, je crois d'ailleurs, vous avez un peu d'écart de latéral à Bonne-Espérance, mais vous êtes très proche au classement, 17e et 19e, si je me souviens bien. Tanguy, raconte-nous un peu à quoi ça ressemble les premières effluves du Grand Sud, à quel moment vous commencez à vous dire que ça y est, vous rentrez vraiment dans une autre dimension du Vendée Globe et notamment dans ce sud que finalement vous allez tous plus ou moins chercher quand même sur un premier Vendée Globe. C'est vrai que la descente de l'Atlantique était assez longue, donc on était tous très très impatients d'arriver dans les mers du Sud. Moi, je me souviens répondre à des interviews en disant que j'ai hâte d'être dans les mers du Sud et tout le monde disait ça. Sauf les anciens. Les anciens, ils ne disaient pas qu'ils avaient hâte. Ils disaient ça va être un C'est morceau, vrai. mais on était un peu excités à l'idée d'y aller. Et moi, j'arrive dans les mers du Sud comme un chien fou. Vraiment, j'étais surexcité. J'avais l'impression que le Vendée Globe commençait maintenant et que c'est maintenant que j'allais montrer un peu de quel bois je me chauffais, quoi. Et le premier front que je passe dans le Vendée Globe, je casse 3 lattes. Euh, et ça m'a. Welcome. Ouais, bienvenue. Donc j'étais le plus sud de la flotte. J'étais le plus sud de la flotte. Je casse 3 lattes. Je suis dans 8 mètres de houle. Vraiment, enfin, erreur de débutant. Le figariste qui veut faire une étape de Figaro dans les mers du Sud et qui se croit meilleur que tout le monde. Jean, l'ancien, l'éléphant, il est le plus nord de la flotte. Et là, je me dis, bon, Tanguy, t'as pas du tout le bon schéma de pensée pour affronter les mers du Sud. Et en fait, moi, je me suis fait cueillir. Je me suis fait cueillir parce que, évidemment, que j'avais préparé le truc, évidemment que je savais un tout petit peu à quoi m'attendre parce que Clarisse m'en avait parlé beaucoup, mais je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Le premier front que je prends, je suis dans 8 mètres de houle, il y a 60 nœuds, je casse 3 lattes, je me retrouve pendant 12 heures avec l'AGV dans son lazy bag à essayer de réparer ça. Et en fait, je prends la dimension du Vendée Globe. Je me dis, mais en fait, non, mais c'est pas une régate au contact. C'est pas si je fais ma manœuvre le plus rapidement possible que je vais gagner. Là, il y a vraiment un sujet d'endurance. Je le savais, mais là, je le vivais, tu vois. Et, euh, et donc, bah, je me suis calmé tout de suite. D'ailleurs, si on regarde ma trace, je remonte plein nord tout de suite après, mais plein nord. Je réfléchis pas. Ouais, ok, plein nord, pas de problème. Peu de temps après, je retombe plein sud pour réparer notre voile. Bref, mais je pense que je suis arrivé dans les mers du Sud avec le mauvais état d'esprit. Et que là où je suis assez fier de moi, c'est que j'ai réussi à switcher très vite et pas forcer dans un truc qui n'était pas le bon mode, quoi. Donc voilà, et ça nous a permis à la suite de ça. Je pense qu'avec Benjamin, très vite, on s'est mis dans le même état d'esprit. On faisait la régate, mais on savait qu'elle était longue, qu'il fallait à la fois préserver le bateau et le marin, mais sans non plus louper les opportunités. Donc il y avait un curseur à mettre et visiblement, on l'a mis quasiment au même endroit. Enfin, je ne sais pas si on l'a mis au même endroit parce que j'ai quand même. Enfin, non, cela dit, on a eu des avaries copieuses tous les deux. Moi, j'ai eu des avaries de structure. Ça démontre que j'ai quand même un peu
tirer peut-être trop fort sur le bateau. Mais quand même, je pense qu'on a mis le curseur à peu près au même endroit parce que on s'est suivi pendant longtemps et il y en a d'autres qui ont eu l'opportunité de nous rejoindre et à des moments clés, on a toujours réussi à repartir ensemble, même si Benjamin reprenait toujours une petite longueur d'avance. Donc voilà, on a fait une régate incroyable dans le sud, à partir du sud, je dirais, parce que toute la remontée de l'Atlantique était folle, quoi. Ouais, ouais. Benjamin, toi, sur ce premier front dont vient de parler Tanguy, toi, tu prends effectivement une route au nord. C'est l'école Jean Le Cam. Tu te dis, il faut préserver le bateau. La route est longue. On va pas aller se mettre en plein dans le front comme l'a fait Tanguy. Ouais, en fait, il y avait deux choses. C'est que, tu vois, je reprends mon petit carnet, le Glatin, mais tu vois, en arrivant dans le sud, il y avait écrit on quitte petit à petit le mode course pour rentrer dans le mode aventure. Attention de ne pas se faire piéger sur la première dépression. J'aurais peut-être dû envoyer ça à Tanguy. J'étais moins bien Et... entouré que Benjamin, visiblement. Et du coup, moi, c'est cette phrase-là qui a résonné dans la première dépression, c'est que je m'étais donné une butée de vent, et du coup, je routais dans 35 nœuds fichiers max. Et donc, c'est cette doctrine-là qui m'a emmené sur cette latitude. Et en fait, je me suis rendu compte que déjà, c'était extrêmement violent parce que le 35 nœuds fichier, au passage du front, il s'est transformé en 52 nœuds rafale. Et, et dans le sud, tu fais quand même, c'est pas la même chose parce qu'il faut s'imaginer que 52 nœuds, c'est du vent froid, donc plus dense. Et donc, c'est les 52 nœuds d'hiver qu'on peut avoir en ce moment, tu vois. Ouais. Et donc, c'est sûr que tu fais pas le malin face à ça. Et c'est les manœuvres qui sont effectivement effrayantes, quoi. C'est que un empannage dans autant de vent, c'est vrai que de temps en temps, tu lèves la tête pour voir si tes lattes sont encore là, quoi. Et, et donc ça c'est sûr que ça a marqué. Et en fait, c'est vrai que petit à petit, je me demande si Jean a pas quand même un petit peu influencé notre trajectoire parce qu'il était légèrement devant. Et en fait, on voyait bien que ces trajectoires étaient quand même un peu plus tendues dans le nord. Et en fait, petit à petit, moi j'ai compris que certes, tu faisais plus de routes, mais en fait, quand tu étais nord, avec une butée de vent, tu vois, autour de 30 nœuds fichiers, en fait, tu avais moins de changements de voile. Tu étais plus obligé de te mettre 3 riz J3 et donc en fait dans une configuration de voile où tu n'arrivais pas à faire de la vitesse. Et donc tu allais plus vite, plus longtemps, sans te fatiguer. Les passages de phénomènes étaient moins violents. C'est que du coup les bascules au passage de front étaient moins marquées et donc ta trajectoire était plus tendue. Et donc c'est vrai que petit à petit, je pense moi je suis rentré dans une dynamique de trajectoire où ça ressemblait un peu plus à un trait de stylo autour de l'Antarctique et, euh, et un peu moins à une trajectoire avec une route plus courte, mais plus violente pour le bateau, pour le marin et pour le matériel. Et, euh, et c'est vrai que ça marchait plutôt pas mal. Et ça nous a amené quand même bon, enfin, puisqu'on parle de l'Indien, euh, je crois qu'on a vécu avec Tanguy le bord le plus anthologique de notre vie. Ouais, c'est-à-dire. Sans aucun doute. Où on est bord à bord, et je sais pas, il y a peut-être une vingtaine de milles d'écart en latéral entre nous deux. On est vraiment exactement sur la même longitude. Et en fait, il y en a toujours un qui met un peu plus de charbon. Et donc, ça, en fait, il faut s'imaginer qu'on a les classements toutes les 4 heures et on a Ouais. les vitesses moyennes sur 4 heures. Et je pense qu'on commence ce bord-là à 18,5 de moyenne. Et toutes les 4 heures, il y en a un qui remet un petit cran au-dessus et on termine autour de 21 nœuds 5 de moyenne et on est dans 40 nœuds et c'est vraiment la guerre quoi. Et on se dit si on sort de là vivant. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le début de l'Indien, avec Benjamin, on est une route complètement opposée. Lui, il est au nord, moi, je suis au sud. On ne sait pas comment on va recroiser. On ne sait pas qui va sortir devant, mais on sait on est quasiment à la même distance du but. Et donc, on fait notre trajectoire. Et là, il y a on est en avant d'un front. On arrive au sud de l'Australie. Et en fait, on se retrouve sur une ligne nord-sud à égalité au Cap Lewin, en gros. Et ben là, il y a une espèce de guerre d'ego. À la fois, on est hyper heureux de se retrouver.
Et on sait qu'on est dans un front, plus on va aller vite. On n'est pas que tous les deux, hein. Il y a Louis Duc pas loin, il y a Violette, il y a Seb Marseille. Et on sait que plus on va aller vite, plus on va distancer les concurrents. Et là, en fait, le meilleur truc, c'était de se retrouver parce qu'on arrive dans une espèce de guerre d'ego. Et on tire sur le bateau et on s'envoie des WhatsApp. On dit, bon, on va tout péter là. Ouais, mais c'est pas grave. Bon, moi, je choquerai jamais. Moi non plus. Et voilà. Et on fait un peu le trou comme ça. Et ce bord a été, ouais, moi, c'est le bord de ma vie, quoi. Il a duré combien de temps? Il a duré combien de temps, ce bord? C'est même pas 24 heures. Un truc Ouais, comme ça, ouais, 18 heures. Enfin, c'était long. Et il y a eu Ouais, une nuit c'était entière. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une nuit entière. ouais. C'est dans l'Indien aussi que vous avez eu, je crois, vos plus sérieuses avaries l'un comme l'autre. Toi, Tanguy, tu as eu une grosse avarie de structure. Raconte-nous un peu Et ce ben, qui. c'est justement à après ce l'issue de ce bord-là. bord. Justement, à l'issue de ce bord-là, avec Benjamin, on a des bateaux qui sont pas fabriqués de la même manière. Et moi, c'est une génération d'avant. Donc moi, j'ai des longis, des lisses, des varangues dans la soute à voile. Et c'est vrai que c'est un bateau qui a été mis à l'eau en 2007 et les voiles ont vachement évolué. On a reculé les poids. Enfin, le bateau a forcément évolué, mais la structure, elle n'a pas bougé. Sauf qu'on a fait plus 20, voire 30% de performance sur ce bateau-là. Donc, avant, quand le bateau a été conçu pour aller à 15 nœuds dans ce style de mer, nous, avec Benjamin, on était à 22, on faisait des pointes à 28, 29 nœuds. Enfin, c'était Ah ouais, au-delà du enlever. raisonnable. Et donc, à 1 heure vraiment de sortir du vent très fort, Ah ouais. c'était rien. Et c'est là où c'est incroyable parce que, donc avec Benjamin, on n'a pas réussi à se départager sur ce bord-là. Clairement, tu regardes les stats, Match nul. on doit passer le Cap Lewin à 3 minutes d'écart, un truc comme ça. Et à 1 heure de sortir du vent fort, j'entends un bruit un peu étrange dans la soute à voile. Et en fait, j'ai tout le longis de la soute à voile qui s'est décollé du fond de coque. C'est pas une avarie hyper grave, c'est pas très impressionnant. Par contre, il y a tout le fond de coque qui est plus solidaire de la structure et du coup, qui bouge au gré des vagues, quoi. C'est comme Ouais. un chewing-gum. Et par contre, si on répare pas, ça peut s'empirer et ça peut être assez dramatique. Tu peux voir le bateau partir par le fond, quoi. Donc là, il a fallu mettre la course entre parenthèses. Et à ce moment-là, j'ai aussi un problème de communication, donc je peux plus communiquer avec mon équipe, donc je me débrouille un petit peu pendant quelques heures pour réparer tout ça, quoi. Et ouais, ça a été un virage dans mon Vendée Globe parce que vraiment, j'ai cru que la course était terminée pour moi et que l'objectif, c'était juste de réparer le bateau. Quand je pense que finalement, même un marin un peu moins bricoleur que moi aurait probablement abandonné, en fait. Ouais. Ça t'a pris Et combien de temps? ça a pris 4 jours. Ah ouais, ouais. Donc, 4 jours à réparer parce qu'en fait, il faisait froid, il y avait plusieurs couches de strates à faire ouais. et il fallait attendre que ça sèche. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était une avarie très importante. C'était l'avarie la plus importante de mon Vendée Globe. Et la course fait que. Et ouais, ce que je veux dire aussi, c'est que Benjamin était. Et c'est, je pense, pour ça qu'on a cette relation assez unique, c'est que à la fois, on n'avait qu'une seule envie, c'était de fumer l'autre. Et en même temps, quand je lui ai dit, écoute, Pépinos, ma structure, elle est détruite. La course, là, en tout cas, pour les 5 prochains jours, elle est terminée pour moi. Je crois que la personne la plus triste de mon entourage, c'était Benjamin, quoi. Et jusqu'au bout, à chaque fois qu'il y en a un qui avait une avarie, on était, mais t'inquiète, notre mano à mano, on va se le faire jusqu'à la fin. Et c'est vrai que ça aurait pu se terminer à plein d'égards. Mais ouais, ça m'a vraiment touché que en fait, Benjamin me remonte le moral et me dise tu vas y arriver. Ça m'a donné une force supplémentaire. Et en même temps, je comprenais pas. Parce qu'au fond de lui, je me disais, mais c'est sûr qu'il doit être un petit peu content. Et en fait, non, non. Je pense que sincèrement, ça le peinait. Parce qu'on avait envie de vivre ce truc-là ensemble et de se tirer la bourre jusqu'à la fin. Benjamin, toi, ton avarie, je crois, la plus sérieuse du Vendée, tu me diras si je me trompe, c'est cette avarie de Varanqui. Ça t'arrive comment? Et pareil, raconte-moi un peu comment tu parviens à réparer. Je crois que vous êtes un peu chambré à l'arrivée sur vos côtés plus ou moins bricoleurs. Je crois que Tanguy a quelques Bah, longueurs d'avance là-dessus. Comment ça s'est passé pour toi? c'est sûr que déjà je rebondis sur ce que dit Tanguy, c'est que c'est vrai qu'il y a en fait je pense que tous les deux on savait quand même les épreuves par lesquelles on était passé pour en arriver là, sur le Vendée Globe j'entends. Et donc il y avait tu savais que l'autre s'il abandonnait, c'était un crève-cœur quoi. Parce Ouais. que c'était tellement d'efforts et on savait tous les deux que notre objectif premier avant d'aller d'aller dépasser l'autre, c'était de boucler la boucle et c'était le plus important pour nous. Et donc de savoir que l'autre pouvait éventuellement ne pas la boucler,
en sachant les épreuves par lesquelles on est passé, c'était un crève-cœur. Et le deuxième point, c'est que c'est vrai que c'est très paradoxal, mais ton pire ennemi devient ton meilleur ami parce que c'est ton moteur. Et donc, quelque part, il y avait quelque chose de presque égoïste là-dedans, c'est que tu te disais, si l'autre abandonne, j'ai plus mon moteur qui me fait aller un nœud et demi plus vite, qui me fait me réveiller la nuit, qui me fait changer de voile. Et donc, il y a presque un peu de ça dans le fait que de pas avoir envie que l'autre disparaisse de ton environnement. C'est qu'en fait, c'est lui qui te pousse. Et c'est Ouais, vrai ouais. on l'a vu jusqu'à la fin. Je pense, l'un et l'autre qui a fait qu'on est allé aussi vite autour du monde. C'est parce qu'il y en avait toujours un autre à côté qui faisait que tu remettais du charbon, quoi. Et Ouais, ouais. ça, c'est super beau, quoi, dans notre tour du monde. Et, euh, et pour mon Aviary, ouais, c'est vrai que c'est dans l'Indien où bah, c'était vraiment horrible parce que, en fait, il faut se reprojeter sur la Transat CIC, quelques mois avant le Vendée Globe, où moi, j'ai mon vérin qui a explosé pendant cette course. Après 4 jours de course. Cette course devait m'emmener à New York et m'a finalement amené à Flores, aux Açores. Ouais. Et au moment où ça explose, je suis en train de dormir dans la banette, en tribord à mur, et j'entends un énorme boom. Et là, je me réveille et je vois de l'huile partout dans le bateau, la quille qui est en train de se balader et de frapper le fond de coque. Et ma course s'arrête là. Mon fond de coque est totalement délaminé, le bateau est cassé. Et en fait, pendant ce Vendée Globe, il se passe exactement le même début de scénario. C'est-à-dire que je suis à la banette en train de dormir, j'entends un énorme boom, et là, je me réveille en sursaut de la banette, je sors, et tout de suite, je sens l'odeur de l'huile. Et tu sais, c'est un peu ta Madeleine de Proust à l'envers, Ouais, c'est que ouais. je sais tout de suite qu'il s'agit du vérin. Il y a de l'huile partout dans le bateau. Faut s'imaginer il y a 300 bars dans le vérin et quand ça pète, l'huile vient s'éclater partout dans le bateau. Donc mon bateau devient une espèce d'immense ventre-glisse. Et là, c'est là où la vie est bien faite, c'est que du coup, je connais parfaitement la procédure. C'est que tout de suite, je sors à l'extérieur, je me mets plein cul, donc plein ventre arrière, le bateau à plat, pour surtout pas que la quille vienne Ouais. se balader et vienne exploser le fond de coque. Et donc je me mets plein ventre arrière, je me précipite au niveau de la cathédrale pour bloquer. Fait un petit système de fourchette qui me permet de bloquer la quille au centre. Et là, une fois que la quille est sécurisée, c'est marrant, mais je veux pas aller voir mon vérin. Et donc je me rappelle que j'appelle Marine, ma copine, et en fait, je suis vraiment défiguré tellement je pleure. Et je lui dis, ça, je l'ai pas raconté depuis que je suis rentré. Je dis, je veux pas aller voir, en fait. Je veux pas aller voir. Je veux pas aller voir. Et parce qu'en fait, je veux pas voir la réalité en face. Et Ouais. moi, dans ma tête, le vérin a explosé, c'est la même panne, et c'est terminé, fini le Vendée Globe, quoi. Et là, j'ai vraiment le cœur brisé, quoi. Et à un moment, bon, bah, je vais quand même voir ce qui s'est passé. Et je me rends compte que c'est pas le vérin qui a explosé, c'est une pièce du vérin qui a sauté. Et donc là, je préviens l'équipe technique. L'équipe technique se met en action. Et ce qu'il faut savoir quand même, c'est que nous, on n'a pas la notion du temps en mer, Ouais, des ouais. jours qui passent, etc. Sauf que ça m'arrive un samedi soir dans la nuit. Et donc le lendemain, c'est dimanche. Et dimanche, les gens travaillent pas. Et donc Hydro-M, mon fabricant de vérin, il y a tout un pataquès à terre pour qu'ils arrivent à contacter Hydro-M. Ils réouvrent l'usine d'Hydro-M parce qu'ils doivent faire des tests pour savoir comment potentiellement je peux réparer, etc. Et donc c'est marrant d'imaginer tout ce qui se passe à terre. Et donc moi, j'ai une nuit, et le problème c'est que pendant cette nuit-là, on n'a pas de réponse puisque on a besoin d'Hydro-M et Hydro-M dort. Et c'est là où intervient Jean Le Cam, c'est que moi je suis en train d'essayer de trouver des solutions. Au vu de la situation, on pense quand même que ça va être compliqué de réparer. Et au vu de mes compétences techniques, on se dit que c'est pas tombé sur le bon marin, quoi. Et, euh, et c'est là où Jean a été extraordinaire, c'est qu'il m'appelle toutes les heures pendant 7 heures. Et c'est lui qui trouve les solutions Ah ouais, ouais. et qui petit à petit me dit, écoute, on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle. Et il y a cette fameuse histoire qu'il a racontée en conférence de presse où moi je suis en train d'essayer de redresser une tige. Et c'est Jean qui, dans sa mémoire d'éléphant, se rappelle qu'en fait cette tige elle est peut-être tordue d'origine. Ah Et il me d'accord. rappelle un moment, et moi je suis en train d'essayer par tous les moyens de la remettre droite pour pouvoir la refixer, etc. Et là il m'appelle, il me dit, eh Benjamin,
ta tige, elle est pas tordue d'origine. Et là, je me replonge dans les photos, etc. Et en fait, on se rend compte qu'elle est tordue d'origine, quoi. Et donc, je me retrouve à la retordre. Et puis là, s'enchaîne toute la réparation qui est un calvaire parce qu'il y a de l'huile partout. Je ramasse l'huile avec une écope. Je dois la filtrer avec un collant féminin. Et au bout de 14 heures d'effort, miracle, j'arrive à tout réparer. Et je crois que c'est peut-être ma plus grande fierté du Vendée Globe, c'est d'avoir réussi ça parce que Tanguy est bien placé pour le savoir. Vraiment, je suis à l'opposé de Tanguy en termes de bricolage et je pensais pas du tout être capable de faire une telle réparation. Mais c'est ça le Vendée Globe, c'est que quand t'as pas le choix et que presque ta vie en dépend, bah en fait tu t'y arrives quoi. Et après 15 heures d'effort, je suis épuisé, mais mon vérin est réparé, ma quille fonctionne et après un petit mélange d'huile d'olive, c'est quand Jean Le Cam me dit est-ce que tu cuisines avec de la matière grasse? je, je lui dis bah attends là on s'occupe de mon vérin et c'est lui qui me donne l'idée de mettre de l'huile d'olive dans mon huile parce que j'en ai pas assez. Ah Et ouais. donc, tu vois, c'est tous ces petits épisodes-là qui font que voilà, mon vérin repart. Et pendant 24 heures, t'es le mec le plus stressé du monde parce que le moindre bruit te fait sursauter et sauter au niveau du vérin. Et puis, en fait, 48 heures plus tard, t'es reparti à fond et t'as réparé ton vérin et tu sais pas comment t'as fait ça. Et ça, c'est vrai que c'est assez incroyable, quoi. Ouais, ouais. On va continuer le tour. Bon, on va pas faire tout le Pacifique. Je crois que vous avez été bloqué dans une bulle assez longuement autour de Noël pendant 5 jours. Vous en êtes finalement sorti. Vous passez le Cap Horn une nouvelle fois très proche. Je crois que Benjamin, tu as à peu près 150 000 d'avance au Cap Horn sur Tanguy. Tanguy, raconte-nous, c'est quoi le Cap Horn? Comment il s'est passé pour toi et qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce que on parle toujours de libération, de soulagement. Est-ce que c'est vraiment ça le sentiment que tu as eu, toi, en Euh, basculant, en retrouvant l'Atlantique? alors, je pense que non, justement, c'est pas ce sentiment-là que j'ai eu parce qu'il y avait ce piège dans lequel était tombée Clarisse en 2020 et que moi j'avais subi un petit peu à terre. Parce qu'effectivement, on donne l'impression que le Cap Horn, c'est une délivrance, que la course est quasiment finie derrière, qu'on rentre à la maison, mais c'est pas vrai. Quand tu passes le Cap Horn, tu es encore par 60 sud, et il reste un tiers du Vendée Globe à réaliser. Donc, moi, j'avais vraiment, je me l'étais écrit pareil dans mon petit cahier, le Cap Horn, c'était, un passage, c'était la sortie des mers du Sud, mais c'était le début, le redébut de la régate quoi, entre guillemets. Ça c'est la régate qui repartait d'ici. Stratégiquement, c'était pas simple parce que ouais, Benjamin était 150 000 devant, il pouvait potentiellement faire le break à ce moment-là, et il y avait les autres qui revenaient. J'étais vraiment dans une position où, j'avais un peu la sensation que ça allait partir par devant, revenir par derrière. Finalement, c'est pour Benjamin que ça s'est passé comme ça une fois de plus. Ça s'est parti devant pour lui et revenu par derrière, tant mieux pour moi. Je passe le Cap Horn, ouais, je suis, quand je passe moi le Cap Horn, je suis une petite centaine de milles derrière Benjamin et il y a Conrad qui est 4 milles derrière moi. Et donc je me dis, bon, bah ok, en fait, là, c'est la régate et c'est le moment d'être bien connecté. Et je pense que je fais mon plus beau coup stratégique du Vendée Globe à ce moment-là parce que justement, j'ai cette expérience de Clarisse et je suis pas du tout dans l'émotion et je m'en fiche un petit peu d'aller voir, le caillou. Maintenant que je te dis ça, j'ai presque des regrets parce que j'aurais aimé aller faire un peu de tourisme, mais du coup, je suis concentré sur la régate. Je fais une belle trajectoire plus sud et ça me permet, bah, du coup, de remettre une centaine de milles à Conrad en 36 heures et voilà et je suis vraiment, focus sur la régate, le fait d'aller rechercher Benjamin et puis c'est trop cool parce que il y a un truc quand même quand tu passes le Cap Horn qui est dingue et ça Benjamin m'a envoyé des textos mais je voulais pas le croire pour me prévenir, c'est que en une demi-heure de temps, tu as le soleil qui sort, la mer qui s'aplatit, et c'est juste dingue en fait. Tu changes vraiment d'environnement quoi et pour ça, c'est hyper agréable et moi, ça m'a vraiment mis un énorme coup de boost quoi. Je me suis dit: «OK, tu es revenu dans le jardin, c'est reparti, ça va être moins compliqué maintenant. Ça va être moins Ouais. compliqué parce que si tu as un vrai problème, tu as des abris plus proches et puis la mer est quand même, vachement plus, agréable. Donc voilà comment j'ai abordé le Cap Horn. Benjamin, toi, tu l'as vu le caillou? Je me souviens plus. Ouais. Ouais, 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 moi je l'ai vu d'assez. Bah, moi, c'est mon moment du Vendée Globe. ouais, J'arrive au petit matin, la mer s'aplatit,
le vent s'apaise un peu. On sort quand même d'un bord assez engagé, hein. Avant le Cap Horn, on a 30-35 nœuds. Et là, une boule de feu orange qui commence à sortir du ciel. Et là, le caillou qui apparaît, la mer plate, je sors sur le pont. Et bah, moi, c'est mon plus beau moment du Vendée Globe, c'est celui-là. Et je l'ai raconté à l'arrivée, c'est que j'ai découvert les larmes de gratitude, quoi. Je savais qu'on pouvait pleurer de joie et de Ouais. tristesse. Mais là, et j'ai appelé 5 personnes, tu vois, au passage du Cap Horn, euh, y compris Jean Le Cam et Tanguy Le Glatin, Ouais. pour leur dire, il y a une partie de ce petit caillou qui vous appartient, quoi. En fait, j'étais tellement reconnaissant envers les gens qui m'avaient amené à ce caillou-là. Et moi, c'était hyper émouvant parce que quand j'avais 20 ans, j'avais fait un tour du monde en stop. Et, et en fait, j'avais fait du bateau stop à Ushuaia. J'avais été pris sur un bateau qui s'appelle l'Esprit d'équipe. Et Ouais. donc, j'avais passé le Cap Horn pour aller en Antarctique. Le même jour que François Gabard, pendant son Vendée Globe, qui passe le Cap Horn en tête avec le bateau sur lequel je navigue aujourd'hui. Ah ouais, ouais. Beau clin d'œil, ouais. Et c'était magique parce que je me disais, si on avait dit à ce petit garçon que 10 ans plus tard, il ferait le Vendée Globe sur ce bateau-là, bah, enfin, tu vois, Ouais, ouais. j'aurais pas cru, quoi. Et tu te dis, enfin voilà, ouais, c'était un énorme moment d'émotion et qui a été de courte durée en fait. Ça a été hyper intense, mais hyper court. Ça a duré une dizaine de minutes et tu viens saupoudrer l'instant d'une petite musique pour être sûr de bien pleurer jusqu'au bout. Et, euh, et après, tout de suite, on devait se remettre dans la course parce que à ce moment-là, en fait, il y a une énorme dépression qui est en train de naître dans la cordillère des Andes et qui nous occupe quand même pas mal l'esprit. C'est ça qui fait d'ailleurs que Éric Bellion, Violette d'Orange décident de ralentir. Ouais. Et c'est là d'ailleurs, c'est à ce moment-là où on creuse un énorme écart avec Violette, Éric et ce groupe-là. Et il y a tout ce groupe que moi je mène avec Tanguy tout près derrière, où Tanguy et moi on a une petite chance de passer avant le plus gros de la tempête, mais faut pas mollir, quoi. Faut pas traîner et du coup très vite, je pense que quand même on se remet dans un mode régate et vitesse, parce que plus tu vas vite, plus on est en avant du phénomène et du coup plus on est en sécurité. Ouais. Et donc ce moment de savourer le Cap Horn, il a été de courte durée parce que derrière c'était la course contre la montre pour passer au nord de cette dépression. Et c'est vrai que ça nous a occupé derrière les 4 jours. Jusqu'à ce qu'on se dise à un moment, je me souviens, ça y est, on sort, le vent commence à mollir un peu, on commence à avoir 30 nœuds. Et là, je me souviens que on s'envoie un message en se disant, OK, on est sauvé et ça y est, on est sorti du sud. Et là, c'était un soulagement. On s'est dit, on l'a fait, quoi. On a passé cette dépression et voilà. Et là, c'était, je crois, le premier moment où on soufflait depuis l'entrée dans le sud, quoi. C'est dans l'Atlantique Sud qu'a commencé ou a recommencé la grosse régate entre vous. Vous étiez même plusieurs bateaux, hein, parce que tu disais que vous veniez de creuser avec le groupe d'Éric Bellion, mais si je regarde ma carto, là, vous étiez, il y avait Isabelle Yoshke et Giancarlo qui étaient devant vous. Toi, tu étais à une cinquantaine ou centaine de milles derrière eux. Tanguy derrière avec Kojiro, Seb Marseille, Conrad Coleman. C'est vraiment dans cette remontée de l'Atlantique Sud que vous avez commencé à plus vous lâcher. Racontez-nous à quel point, vous l'avez un peu dit à l'arrivée, mais cette histoire de premier bateau à dérive, c'était un objectif pour vous, ou est-ce que ça l'est devenu au fur et à mesure, ou ça a toujours été, racontez-nous un peu, parce que nous, les médias, on en a forcément un peu parlé, parce que c'était une façon aussi de parler de toute la flotte et de raconter qu'il y avait aussi de la régate avec cet enjeu-là, avec cet enjeu. Mais pour vous, à quel point il était important cet enjeu? On va demander à Tanguy. Bah, non, mais c'était dès le début, on le savait que c'était important. Avec Benjamin, on a, je pense, complètement le même état d'esprit sur ce sujet-là. Ça s'est fait dès l'achat de nos bateaux, en fait. On avait un peu le choix, enfin voilà, on voulait acheter des bateaux, mais moi, j'avais envie de faire une régate, j'avais envie qu'il y ait une vraie carotte. J'avais pas envie de chercher à viser la 10e place, la 15e place. Je m'en fiche un peu du nombre, tu vois. Ce que je voulais, c'était faire une vraie régate avec un vrai enjeu
évidemment, acheter un foiler, c'était pour jouer devant, c'était pour moi hors sujet parce que c'était trop cher. Et du coup, c'est comme ça que je me suis tourné vers un bateau à dérive. J'ai voulu acheter le bateau de Benjamin, qui est entre guillemets le mieux né parce que c'est un bateau qui a déjà gagné le Vendée Globe. Il a réussi à me fumer peut-être un peu plus de 16 minutes sur ce coup-là. Mais du coup, j'ai racheté un deuxième bateau qui était très bien né. Mais c'était une vraie volonté d'acheter un bateau à dérive pour faire ce match des bateaux à dérive, même si c'est pas officiel. Honnêtement, je m'en fichais complètement. C'était pour moi, pour monter mon état d'esprit de sportif. Je savais que ça serait une bonne carotte qui me tirerait sur ce Vendée Globe. Et avec Benjamin, on était tous les deux dans cet état d'esprit-là au départ. Quand on se retrouve, je dirais que, en tout cas en ce qui me concerne, ce sujet-là n'a fait que diminuer. Euh, je m'en fichais, bateau à dérive, bateau à foil, c'était plus tellement un sujet. Moi, je voulais juste fumer Benjamin. Il n'y a rien d'autre qui comptait. Non, il y a quand même eu un petit truc. On n'a pas du tout fait une course par équipe. Bien au contraire, on parlait pas trop de nos choix stratégiques, on faisait nos trajectoires dans nos coins, mais on se tirait quand même l'un et l'autre vers le haut. Et on se l'est jamais dit, mais quand on récupère le groupe de Isa, Giancarlo, Alan, Jean, on est gonflé à bloc. On est gonflé à bloc en fait, et nous on veut juste éclater tout le monde quoi. Et on a nos petits soucis de bateau, mais ça va, les bateaux sont en bon état, nous on est en forme et vraiment on est gonflé à bloc. Et si tu regardes notre trace de peut-être Rio jusqu'à l'arrivée, on fait pas beaucoup d'erreurs, on a un peu de réussite forcément, mais on va vite, on va au bon endroit et c'est ça quoi, on refait la régate et on est trop heureux de vivre ce moment-là. Et à la fin, bah ouais, c'est Benjamin qui gagne ce classement des bateaux à dérive. Et franchement, moi je suis hyper content parce que quand même, ce qu'il faut retenir, c'est que Benjamin, il fait 99% des classements devant moi. Alors oui, je l'accroche, oui, je reviens, oui, je l'agace, oui, je le tire vers le haut, mais je fais jamais mieux que de revenir à son niveau. Et j'ai eu l'opportunité peut-être de le doubler sur la ligne. Et je suis hyper heureux que cette opportunité ne se soit pas concrétisée parce que ça aurait vraiment été un crève-cœur, en fait. Mon état, enfin, le compétiteur que je suis ne l'aurait pas laissé passer. D'ailleurs, je pense que tu n'aurais pas apprécié, Benjamin. Mais, euh, mais quel beau scénario à l'arrivée de finir juste 16 minutes derrière avec aucun bateau entre nous deux. Franchement, tu m'aurais dit ça au départ, j'aurais signé, quoi. Benjamin, tu disais à l'arrivée que Tanguy avait fini par rentrer dans ta tête. C'est marrant parce que Charlie avait dit la même chose de Johan à l'arrivée aussi. Ça veut dire quoi qu'il était rentré dans ta tête? Ça veut dire que tous les jours, tu ne pensais qu'à toutes les minutes de ce Vendée Globe, tu ne pensais qu'à Tanguy. Raconte-nous un peu. Bah ouais, bah, je voyais que sur les réseaux sociaux, on nous appelait Pépin d'Alain et Tanguy Richomme. Et non, mais c'est vrai que moi, je me souviens, et d'ailleurs, ça me fait penser à Tanguy, il est quand même passé devant. Je me rappelle dans l'Atlantique, et en fait, moi, je casse un hook, et donc j'ai une voile qui tombe à l'eau, et Tanguy revient à moteur. Et là, à ce moment-là, c'est marrant parce qu'il passe vraiment à quelques longueurs de mon bateau. Et donc, il repasse devant, et en fait, ensuite, la nuit tombe, et je me rappelle que Tanguy me dit, putain, je suis dégoûté, quoi. Le seul classement où je suis devant, c'est la nuit, et donc personne va le voir. C'est vrai. Et donc, ouais, c'est vrai que je rejoins complètement Tanguy là-dessus. C'est vrai que depuis, à partir du moment où on a recollé le groupe, il faut quand même s'imaginer qu'en Tasmanie, on a 1000 milles de retard sur le groupe de Jean Le Cam, Isa Josque, Ouais. Giancarlo, et on termine le Vendée Globe devant ce groupe-là. Alors, bien sûr, il y a la météo qui nous a aidé à revenir, mais c'est vrai que je pense que à partir du moment où on a repris le mode régate, ça a été d'une intensité. Tanguy connaît bien les solitaires du Figaro, mais je pense que ça a été à la hauteur d'une solitaire jusqu'à la ligne d'arrivée. Et en fait, c'est vrai que quand je dis qu'il rentre dans ma tête, c'est que il devient omniprésent. C'est que même le dernier lever de soleil du Vendée Globe, je pense que c'est l'un des plus beaux parce qu'on sait que c'est le dernier et qu'il est magnifique. La mer est plate. En plus, je me souviens qu'elle est devenue verte, transparente, le soleil qui se lève. Et tu vois, c'est vraiment les conditions dont tu rêves pour une arrivée de Vendée Globe. Et je pense que Tanguy et moi, on s'était imaginé une arrivée de Vendée Globe où justement, à ce moment-là, tu commences à digérer ton Vendée Globe, à te remémorer tous les bons moments, à te rappeler, à voir l'émotion qui monte, tu vois, et à te dire, à te remémorer comment t'en es arrivé là.
Et en fait, on se l'est dit le dernier jour, c'est qu'on s'est dit, mais tu me gâches même mon dernier lever de soleil. Parce qu'en fait, ce soleil, on l'a regardé 3 minutes et derrière, on est retourné choquer 3 centimètres de voile, régler le bateau, réfléchir à la stratégie. Et là où Tanguy, moi, m'a fait le plus mal psychologiquement, c'est qu'au plein milieu de la dernière nuit, il vire de bord pour partir dans le sud. Et à ce moment-là, on a vraiment très peu de vent et les fichiers sont pas hyper clairs sur par où le vent va revenir. Et donc chacun a vraiment sa stratégie. Et donc moi, mon rôle, c'était quand même plutôt de contrôler Tanguy. Et à ce moment-là, il prend une option sud et nos chemins se séparent en fait. Et là, on sait que c'est deux options complètement différentes et que la réponse, elle va se faire sur la ligne d'arrivée. Et moi, j'ai l'intuition que c'est dans le nord qu'il faut aller, mais j'ai Tanguy qui part dans le sud. Et là, moi, je suis au bord de l'apoplexie, quoi. Je suis en train de faire un arrêt cardiaque parce que La parce torture, que ouais. parce que j'imaginais parfaitement le scénario où finalement ça rentrait par le sud et ça a presque été le cas quand tu vois que mon dernier virement de bord, et c'est ça qui est marrant, et ça fait partie des inracontables, mais le dernier virement de bord, je décide de virer pour sécuriser, je décide de virer 1 mille devant Tanguy, mais vraiment devant son étrave, À 1 000 de la ligne. à 1 mille de la Ah, ligne. mais ah ouais. Et donc, c'est le virement le plus important de ma vie, quoi. Et donc, je prépare tout, tout est prêt. Je me dis, ok, là, Tu as déjà tous les bateaux médias autour de toi. Tu sais, Ah tu es ouais. Ah déjà un peu ouais. en train de célébrer, mais toi, tu sais Ouais. que c'est pas fait. là, ce virement-là, si je le rate, Tanguy peut repasser devant. Et là, je déclenche mon virement. Tout se passe bien, la voile passe devant parfaitement. Et là, je regarde derrière et j'ai oublié de descendre mon safran au vent. Ah ouais. Et donc, c'est là où tu te dis, quand tu penses avoir pensé à tout, et ben en fait, ton cerveau, il oublie l'essentiel, quoi. Et là, en catastrophe, je descends mon safran. Finalement, le virement passe. Et là, Et je là, règle le bateau. Et là, je mets 2-3 minutes à régler le bateau. Et là, je me pose. Et seulement à ce moment-là, on est à 5-6 minutes du passage de la ligne d'arrivée. Et seulement à ce moment-là, je vois que Tanguy, il est toujours 1 mille derrière. La ligne, elle est 0,5 mille devant. Et là, c'est un moment magique parce que moi, je réalise que je vais passer la ligne d'arrivée, que ça y est, c'est terminé. Et en fait, j'ai 5 minutes pour savourer. Et à ce moment-là, la VHF retentit. Et la première personne à me féliciter, c'est Tanguy, qui comprend que c'est terminé. Et il me dit, bon, bah voilà, ça y est, le match est plié. Et avant que tout le monde te saute dessus, je voulais être le premier à te féliciter et à te remercier pour ce Vendée Globe qu'on s'est accordé l'un à l'autre, quoi. ouais, Et, ouais. euh, et voilà, et moi j'ai les émotions qui commencent à monter et voilà, et la Ouais, ligne ouais. se passe, quoi. Ça a été assez dingue, hein, vous le racontez bien, cette régate a été vraiment très intense sur à tous les échelles, dans tous les groupes hein, du Vendée Globe, même ceux qui sont encore en mer. J'imagine que les trois derniers, ils se battent pour pas terminer dernier. À quel point, Tanguy, cette intensité a fait quelque part oublier la notion de temps, d'aventure, de solitude du Vendée Globe? Est-ce que, comme d'autres, tu trouves que c'est passé vite grâce ou à cause de ça? Ah bah complètement. Mais déjà juste, quand Pépin raconte cette arrivée, j'ai des frissons, c'est ouf. J'ai les frissons qui reviennent, c'est incroyable. C'était un moment hors du temps. Moi, le Vendée Globe, enfin, j'ai eu tu sais, quand tu pars sur une transat, ça dure 10 jours. Il y a des moments longs, il y a des moments où tu t'ennuies, tu trouves le temps long. Cette course-là, ce Vendée Globe qui a duré quand même 80, je sais plus combien de jours, 4 jours, ouais. heu, ouais. Il y a pas eu un seul moment long, je me suis pas ennuyé une seule fois, bah, parce que Pépin alors déjà, même si tu veux commencer à t'ennuyer, il t'envoie toujours un petit message vocal. Heu, il faut savoir que le Pépin est extrêmement bavard. Je sais pas ce que fait le kangourou, mais le Pépin, lui, c'est une pipette. Clairement, il y a pas de sujet et non, non, mais c'est passé je sais pas Benjamin, qu'est-ce que tu en penses? Mais j'ai l'impression d'être parti hier. L'intensité était tellement folle. À la limite, la descente de l'Atlantique pouvait paraître un peu longue à certains moments, mais on était vraiment on attendait, on était dans l'attente de quelque chose. Ouais. Et à partir du moment où on est arrivé dans les mers du Sud, ça s'est passé en une fraction de seconde et le temps plus j'étais proche de Benjamin, plus le temps accélérait, quoi et
Et aujourd'hui, je suis là, sur mon bureau à faire une visio avec vous et je comprends pas ce qui s'est passé les 3 derniers mois. J'ai l'impression de m'être endormi et de m'être réveillé et on est Ouais. là et c'est ouais, c'est assez fou. C'est tu me l'aurais expliqué comme ça, avant le départ, je t'aurais pas cru parce que moi, je fais partie des gens qui peuvent s'ennuyer en mer. Sur une transat, je peux m'ennuyer alors que ça dure, 10 jours et là, sur Ouais. 3 mois, je me suis pas ennuyé une seule seconde, quoi. Benjamin, même chose? Ouais, ouais, c'est exactement ce que dit Tanguy. Moi, j'ai le sentiment d'un long rêve en fait, et de m'être réveillé là il y a quelques jours. Tu te demandes à quel point c'était réel, quoi, tellement c'était intense et fort. Et je crois que c'est, tu vois, Tanguy, il a dit un truc hyper fort à la conférence de presse à l'arrivée, c'est que ce Vendée Globe là, il était unique et donc il y en aura qu'un seul. Et moi, ça me fait vachement cogiter depuis. Parce que, en fait, c'est la magie des premières fois. Et je crois que tout le monde se souvient toujours de ses premières fois, Bien sûr, ouais. quelles qu'elles soient. Et c'est pour ça que on s'est pas ennuyé une seule fois. C'est, je crois que tout n'était que découverte. La découverte des mers du Sud, des avaries, de soi-même, l'aventure intérieure, la complexité de la météo. Et, et tout ça nous a animés, nous a bercés pendant 3 mois. Et c'est vrai que le scénario était tellement parfait que tu te dis, je pourrais jamais faire plus fort ou mieux que ça, quoi. Et je pense qu'on a eu beaucoup de chance, quoi, que ce soit dans le scénario de notre Vendée Globe ou notre arrivée. Tu vois, le timing était parfait, le chenal était rempli, le coucher de soleil, il faisait chaud, il n'y avait pas de vent, la mer était plate. Enfin, on nous aurait demandé d'écrire le scénario parfait, je pense qu'on n'aurait même pas osé écrire ça. Ouais, ouais. Et Bah, donc, je pense qu'on est quand même en fait, très chanceux, quoi. on est comblé. Enfin, moi, personnellement, je me sens comblé et je crois que c'est aussi, de la sagesse de se dire: «Bon, ben, tu comblé, tu as tout ce que tu veux, c'est mieux que ce que tu aurais imaginé». Peut-être qu'il faut enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je me dis, peut-être qu'il faut s'arrêter là parce qu'en fait, tu pourrais peut-être, avec ce qui se passe à l'avenir, gâcher, tout ça, quoi et moi, j'ai juste envie de savourer, de dire merci, quoi. Donc Ouais, exactement. on va terminer là-dessus justement. Donc toi, Tanguy, si on comprend bien, c'est tu as pas forcément envie de remettre ça? Non, Non? non, non, je referai pas le Vendée Globe parce que, bah, comme on en a beaucoup discuté avec Benjamin, il faut aussi regarder d'où on vient. Moi, j'ai eu cette chance, incroyable d'être au départ. Jamais dans ma vie, je pensais que je pourrais être au départ de cette course. J'ai eu la chance d'être au départ. Les 3 années de projet avant d'être au départ ont été incroyables. Heu, j'ai eu aussi cette chance d'être à l'arrivée. Je repense à tous ces marins qui ont pris le départ plusieurs fois, qui ont jamais réussi à boucler le Vendée Globe. Moi, j'ai eu cette chance d'être à l'arrivée et entre ce départ et cette arrivée, ce qui s'est passé a changé ma vie. Ça a été incroyable et j'en profite pour, juste dire à Pépin que je l'aime encore une fois. C'était enfin, je ne retrouverai pas un autre Pépin et j'ai même pas envie, en fait. J'ai même pas envie. Donc je veux faire le choix de la sagesse et laisser la place, parce que je pense que c'est important aussi de laisser la place et de laisser des jeunes, venir. Enfin, ce qu'a fait Violette, c'est incroyable et il y en a d'autres qui vont arriver derrière et je crois que moi, mon chemin d'adulte, c'est de laisser la place et d'aller offrir, toute cette expérience à quelqu'un d'autre. Mais donc non, il y aura pas d'autres Vendée Globe, c'est une certitude, même si, enfin, vous le savez, aussi bien que moi, j'aime la mer, j'aime être seul en mer, j'aime le bateau, j'aime la compétition, mais ouais, non, je veux faire ce choix-là, ouais. Benjamin, tu disais que ça te faisait cogiter, toi. Est-ce que tu te projettes quand même vers un deuxième ou aujourd'hui tu n'en as aucune idée? Alors, je pense y retourner, c'est pas quelque chose que j'ai rayé de la carte aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est que ce sera pas le prochain. Parce qu'en fait, ça que j'ai compris pendant ce Vendée Globe, c'est que le Vendée Globe, c'est comme dans la vie, en fait. Si tu veux qu'il te donne un tout petit peu, il faut tout lui donner. Et pour recevoir, il faut donner beaucoup, en fait. Et si tu donnes tout au Vendée Globe, tu donnes pas à d'autres personnes que le Vendée Globe. Et en fait, moi, dans ma vie, j'ai une copine, des amis, une famille. Et en fait, c'est vachement de sacrifices aussi préparer un Vendée Globe. C'est qu'en plus, maintenant, Pour eux avec les aussi. systèmes ouais, avec les systèmes de qualification, euh, bah, faut faire toutes les courses. En fait, faut être à 8000% tout le temps. Et, et je crois que eux aussi ont fait beaucoup de sacrifices pour moi les 4 dernières années. Et tu vois, tu rates des mariages, des enterrements de vie de garçon, des baptêmes, des dîners de copains, des verres. Et je crois que c'est exactement la phrase que Tanguy a dit tout à l'heure. J'ai envie de savourer, deux, d'aller dire merci.
Et en fait, aller dire merci, ça prend quand même un peu de temps, si tu veux vraiment voir les gens, etc. Et puis de m'occuper des gens qui m'ont amené en fait à ce caillou au Cap Horn, tu vois. Et, euh, et donc ça, c'est un peu ma priorité dans les prochaines semaines et prochains mois. Et voilà, après, il y a des idées qui émergent. C'est souvent autour d'un verre à ballon avec Jean Le Cam, mais pendant le dîner l'autre jour, il y a un truc qui nous a bien titillé et qui est un truc sur le long terme. Mais voilà, il y a des idées comme ça qui ressortent. Mais moi, je crois que je suis quand même un homme de projet nouveau. Et il y a d'autres choses qui m'excitent sur l'eau. Et, euh, et donc voilà, il y a quelques idées qui émergent, mais en tout cas, ce sera pas le prochain Vendée Globe parce que celui-ci a été tellement fort que j'ai besoin de le digérer. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup tous les deux. C'est vraiment passionnant et super intéressant de vous écouter, hein. Je pense que ce Vendée Globe vous aura lié à vie si ce n'était pas déjà le cas avant le départ. On vous félicite encore pour ce beau podium, première et deuxième place en bateau à dérive. On vous laisse bien digérer tout ça. Et profiter, savourer, comme tu viens de le dire, Benjamin. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le 201e épisode de Pause Report. Merci à tous les deux. Ouais, merci. Salut mon petit Tanguichou. Salut mon petit Pépinos, bon, on va se voir tout bientôt, je sens. Je sais pas pourquoi, Ouais. mais je sens qu'on va se retrouver. J'arrive la semaine prochaine en Bretagne. Allez, on vous laisse. Salut tout le monde. Merci à tous les deux. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt!